Retracer l'histoire de l'humanité, se saisir de ses mythes fondateurs, essayer de comprendre le monde et les êtres humains. C'est ce que vous faites, Éric Emmanuel Schmitt, dans votre nouveau roman Paradis perdu, publié chez Albin Michel. Paradis perdu, c'est le premier tome de la traversée des temps, une œuvre titanesque, une entreprise titanesque même, qui entend s'inscrire, je crois, sur 8000 ans d'histoire humaine en 8 tomes, de la préhistoire, du néolithique jusqu'à nos jours, et à travers les yeux d'un immortel, Noam, qui est en fait aussi le Noé du déluge, c'est au cœur de ce premier roman. Éric Emmanuel Schmitt, d'abord, est-ce que vous avez l'impression de vous lancer dans votre grande œuvre, là, avec ce livre? Oui, j'ai eu cette idée à 25 ans, mais à 25 ans, je n'étais pas capable. Il fallait que j'ai tous mes moyens romanesques, et puis il fallait aussi que je travaille beaucoup pour envisager un tel projet. Donc, pendant des années, tout en écrivant ce que les gens connaissent de moi, les pièces, les romans, les récits, je me préparais à ça. Et je m'en voulais. Je me disais, mais t'es un nul, t'as toujours pas commencé. Mais il y a un temps pour les choses. Voilà, il fallait le temps du mûrissement, il fallait que le livre devienne... Vous savez, c'était Racine qui disait « Ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire ». Et il fallait que, voilà, que mon roman soit fait pour que je n'ai plus qu'à l'écrire. Maintenant, il est là, je n'ai plus qu'à l'écrire. C'est l'aboutissement de justement toute une vie, de vos livres aussi, de vos pièces? Oui, je pense que c'est ma réflexion sur ce qu'est l'humain, mon amour de l'humain et ma détestation parfois pour l'humain, et mes réflexions sur l'histoire, je peux enfin les transcrire de façon romanesque, parce qu'il s'agit bien d'un roman. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le plaisir du romanesque, il y a ce personnage de Noam et puis d'autres. Noura, notamment, cette femme flamboyante. Femme flamboyante. Incroyable, oui. Noura, d'ailleurs, avec ce prénom, Nour, la lumière, oui, tout en arabe. Bien sûr. C'est pas innocent. Elle est sa lumière. Elle le révèle à lui-même. Elle le révèle à lui-même. Souvent, les rencontres nous révèlent à nous-mêmes. Les rencontres sont à la fois des rencontres de l'autre et une révélation pour soi. Alors pourquoi vous aviez envie aussi de vous attaquer à ces mythes fondateurs de l'humanité? Je pense à la Bible, à Gilgamesh, bien évidemment. Vous vouliez étudier sur ce qui fait les femmes, les hommes, ce qui les anime? Oui. D'abord, je pense que dans l'humanité, il n'y a pas de société s'il n'y a pas un crédit apporté à une fiction qui réunit tout le monde. Donc, c'est ce que vous faites là, d'ailleurs. Hein. Oui. et je montre comment l'humanité a construit des fictions successives pour s'unir. Hein. Et aujourd'hui, la fiction, d'ailleurs, d'aujourd'hui, qui réunit toute l'humanité, c'est la fiction scientifique. Je dis ça sans mépris. Hein. Non, d'ailleurs, vous avez beaucoup étudié justement tous ces concepts, toutes ces avancées scientifiques aussi pour écrire, je crois, ce livre. Bien sûr, parce que je parle, dans ce premier volume, je parle du déluge. Or, le déluge, ça a d'abord été une histoire qu'on a connue par la Bible, puis on s'est rendu compte avec la légende de Gilgamesh qu'en en Mésopotamie, il y avait des traces, et évidemment, dans la culture grecque, il y a aussi des traces du déluge. Et surtout, à partir des années 1990, la science est venue appuyer et dire, en fait, il y a une trace dans les textes sacrés du déluge. Il y a eu sans doute un déluge quand la Méditerranée est remontée de 120 mètres après l'époque glaciaire et a envahi les plaines de l'Ukraine et a créé la mer Noire. Donc il y a eu un déluge qui n'était pas universel comme nous le racontent les textes, mais il y a eu un déluge. Donc l'histoire qui a marqué en tout cas cette région du monde. Qui a marqué cette région du monde et qui a marqué les hommes. Il est question dans ce premier tome de Paradis perdu, c'est donc le titre de votre premier tome, de ce premier pierre de cette grande œuvre. Quels sont ces paradis? Est-ce que c'est le temps où l'homme, justement, était plus en harmonie avec la nature, où il ne voulait pas être le maître de cette nature? Tout à fait. Noam se réveille aujourd'hui au Liban, dans une grotte, et découvre l'état de notre monde parce qu'il a hiberné. Et il voit que tout d'un coup, l'homme a peur de ce qu'il a fait, parce que c'est le propre de notre époque. Il y a une conscience écologique qui est tout d'un coup la conscience que peut-être l'homme est allé trop loin, puisqu'il a exploité la nature et il l'a tuée en partie, et il va peut-être tuer sa possibilité même à lui de survie dans cette nature. Et du coup, il éprouve le besoin de raconter sa vie d'immortel, mais c'est un immortel qui est né un jour. Et c'était il y a 8000 ans avant notre ère. Il y a des parents, oui, bien sûr. Et dans un rapport à la nature totalement différent. Nos ancêtres cueilleurs, chasseurs, nomades, étaient humbles et modestes. Ils étaient
des animaux parmi d'autres animaux et surtout des esprits parmi d'autres esprits parce que l'homme voyait des esprits partout, dans l'écorce de l'arbre, dans la rivière, dans le vent, dans le lointain. Il a commencé à les représenter après voilà. dans les grottes et ailleurs et dans certaines sculptures. En même temps, alors là, il y a ce regard justement qui est assez pessimiste d'une certaine manière sur ce que l'homme a fait de la nature, en tout cas comment il la considère aujourd'hui. Mais votre héros pense, c'est paradis perdu. J'ai l'impression quand même que les poètes y résident toujours. Donc ça, c'est quand même une note d'espoir, j'ai trouvé. Oui, je pense que ce paradis perdu, c'est-à-dire ce rapport à la nature qu'avaient nos ancêtres, il nous retraverse fugitivement. Il nous retraverse quand on est dans la forêt, il nous retraverse quand on est dans la nature, et il nous retraverse à travers l'art et les poètes. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui sont déprimés parce qu'en fait, ils étaient faits pour être nés dans une autre époque. Et je pense qu'il y a une inadéquation. Et cette adéquation, je crois beaucoup que la poésie, la littérature, la musique, l'art pictural peuvent nous le rendre. Il y a aussi donc ce rapport au mystique qu'on a aussi avec tous ces arts que vous venez de décrire justement. Ce rapport des êtres humains au divin, c'est aussi un questionnement que vous avez eu, je crois. Vous étiez athée et vous êtes devenu chrétien. Oui, d'abord croyant et ensuite chrétien. Oui, mais j'ai eu une révélation dans le désert. Une révélation dans le désert que j'ai racontée dans le livre qui s'appelle La nuit de feu, et une expression qui vient de Pascal. Et voilà, c'était une expérience spirituelle plus qu'une expérience religieuse. C'est-à-dire, moi qui étais l'athée absolu, tout d'un coup, j'ai eu le sentiment d'une présence et la conviction que tout avait un sens. Et ça a changé ma vie. Une révélation, c'est une révolution. Quel est ce sens ? Selon vous, aujourd'hui, vous qui écrivez maintenant cette traversée des temps? Ah ben moi, vous savez, croire ne vous donne pas du savoir. Croire et savoir, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas plus de choses. J'habite le mystère d'une façon différente. Avant, j'habitais le mystère avec angoisse. Aujourd'hui, je l'habite avec confiance. Ça vous a donné aussi... vous l'avez dit au début de cet entretien, vous avez de l'enthousiasme et une détestation de l'humanité, oui. Et en même temps vous avez ce regard avec toujours un peu d'espoir et quand vous faites grâce à ce livre, le miroir du passé qui éclaire notre présent, il y a aussi toute cette question des migrations, on en a parlé un peu avant l'entretien. L'exode, écrivez-vous, relève de la condition humaine. Par ses ancêtres ou par ses descendants, chacun de nous porte 1000 migrants en lui. Ça paraît évident en fait quand on l'écrit et quand on vous lit, non ? Oui, ce qui me frappe, c'est que ce passage frappe beaucoup les lecteurs et les lectrices, parce qu'il tout d'un coup, il est recontextualisé. C'est-à-dire que nous descendons tous, d'abord de nomades, puisque nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs, et puis nous descendons aussi de migrations successives. Même quand l'homme s'est sédentarisé, la migration a continué pour de multiples raisons différentes à chaque époque. Et parfois, j'ai le rêve qu'on ait gardé au fond de nous la mémoire de nos ancêtres, c'est-à-dire la mémoire de notre essentielle volatilité. Je crois que nous sommes des papillons qui nous prenons pour des fleurs, c'est-à-dire on croit qu'on a des racines alors qu'on est encore plus léger que ça. Et la conscience de la légèreté identitaire, à mon avis, serait un facteur d'apaisement sur la Terre. Surtout en cette époque. On retient vos mots, Éric Emmanuel Schmitt. Merci d'avoir été avec nous. Paradis perdu est donc publié chez Albin Michel. C'est le premier tome de La Traversée des Temps. Deuxième tome, on sait déjà quand ? Eh oui, au mois d'octobre. Très bien, merci d'avoir été avec nous. À bientôt.